Bonjour et bienvenue à Presse Éco, votre tribune hebdomadaire d'analyse, de commentaires, de débats sur les sujets marquant l'actualité nationale et internationale au cours donc de la semaine avec nos chroniqueurs, nos invités qui sont des analystes, des hommes des médias. Avec eux, donc, nous refaisons l'actualité nationale et internationale. Aujourd'hui, nous allons évoquer au plan national d'abord sujet politique, les 93 démissionnaires du CDP, Congrès pour la démocratie et le progrès. Dedans, on y compte un ancien ministre, Jérôme Bougma. Nous allons donc revenir sur cette actualité. Et puis, second sujet, nous parlerons de la mise en accusation de Blaise Compaoré dans le dossier Thomas Sankara, mise en accusation qui a été faite la semaine passée. Nous revenons donc également sur ce sujet-là. Et puis, troisième sujet, nous allons donc évoquer la vaccination anti-Covid-19. Le ministre de la Santé a donc fait une sortie face aux médias. Nous allons donc revenir sur cette actualité qui fait beaucoup de débats. Et puis, on terminera toujours au plan national avec cette réaction du président de l'Assemblée au ministre Bachir, passé à l'Assemblée pour évoquer les questions d'électricité et d'énergie. Nous allons débattre de ce sujet-là avec mes invités. À ma droite, Atiana Oulon-Serge. Atiana Oulon-Serge est donc journaliste, directeur de publication de l'événement, qui est un bimensuel d'investigation et également essayiste. Merci Atiana d'être sur ce plateau. Et puis Lengani Isaka. Lengani Isaka est journaliste, il est directeur de publication de l'Opinion. Merci Lengani d'être sur ce plateau. Et puis juste à la gauche de Lengani, Maître Kélem Apollinaire de Tambela. Il est donc avocat inscrit au barreau, il est le président du CRI, qui est le Centre de recherche internationale et de stratégie. Merci Maître d'être sur ce plateau. Et puis enfin, dernier invité, Évariste Faustin Consembo. Il est donc chroniqueur média, président du cercle d'éveil, qui est une association de défense des droits de l'homme et premier porte-parole du FORAC, Forum alternatif des citoyens. Avec eux, donc, nous allons aujourd'hui décrypter l'ensemble de ces sujets-là. Au premier sujet, il s'agit du CDP, démission de 93 militants. On va préciser que c'est dans le Zunwero, précisément, et dans le centre-sud, donc. Et puis, parmi ces militants-là, il y a quand même un poids lourd, l'ancien ministre Jérôme Bougma fait partie de ces démissionnaires-là. Jusque-là, on ne sait pourquoi, en tout cas les motivations ne sont pas données. Dans le document, la lettre qui a été adressée au président du CDP, il est simplement question de démission, mais pas plus. Lengani, une démission au CDP de cette taille-là, parlant du ministre Jérôme Bougma, mais aussi de 93 personnes, militants, dont certains du bureau politique. Est-ce que c'est une grosse perte pour le CDP? Qu'est-ce que ça sous-entend tout ça? Oui, mais absolument, c'est une très très grosse perte parce que, comme vous l'avez dit, ça concerne une province, c'est pratiquement l'ensemble des structures ou des responsables des structures de CDP, de Zunwero qui ont démissionné. Parce que les 93, si vous regardez, ce sont tous responsables à divers niveaux, bien sûr. Donc des membres du bureau politique, des responsables au niveau départemental, au niveau des sous-sections, au niveau des communautés de base. Bon, forcément, c'est une très grosse perte pour ce parti, mais il faut, je ne dirais pas relativiser, mais il faut peut-être lier ça au contexte d'abord national actuel, ensuite lié aussi au fonctionnement du parti qui connaît depuis un certain temps des difficultés. C'est peu dire que de dire que le CDP a mal à sa gouvernance. D'aucuns critiquent la manière de diriger le parti, et d'aucuns critiquent l'absence du jeu démocratique dans le parti, d'aucuns critiquent des problèmes de fonctionnement au sein du parti qui peuvent justifier que des militants ne se sentent pas à l'aise et quand on tient compte aussi du fait qu'on sort des élections, il est évident qu'au lendemain de chaque élection, vous voyez par exemple au MPP, les gens ne démissionnent pas, mais on les démissionne. Ça veut dire que ça peut être des conséquences aussi des élections. Donc tout ça l'un dans l'autre. Mais il faut avouer quand même que c'est un gros coup pour le parti et il est à espérer que des solutions puissent être trouvées. Étant entendu que ceux qui démissionnent n'ont pas de vent. Ce qui paraît un peu peut-être... qui est un peu surprenant. M. Jérôme Bougma n'a pas été candidat nulle part, donc on ne peut pas penser que le résultat des élections ait eu peut-être des conséquences. En plus de cela, est-ce que l'ensemble des militants qui suivent M. Jérôme Bougma, ou est-ce qu'eux aussi ils ont des problèmes avec le parti? Est-ce qu'il y a tout ça qui peut être... Si vous écoutez les bruits qui viennent du CDP, mais c'est extraordinaire.
Et moi, où je suis, je me demande même comment est-ce que Blaise Compaoré n'a pas encore démissionné du CDP. C'est la grosse question que moi je me pose. Étant entendu qu'il se dit partout que le CDP d'hier n'est pas le CDP d'aujourd'hui, et on dit même, certains même taxent le CDP d'aujourd'hui des pionniers de Thomas Sankara, etc. Bon, ça veut dire qu'il y a une rupture nette au sein du parti. Liée à la question de gouvernance, ça pose quand même des problèmes. Et bon, que les gens aient choisi de partir plutôt que de laisser se battre à l'intérieur, c'est un choix. Et c'est évident que quand des gens quittent un groupe comme ça, c'est pas pour aller dormir chez eux. Ils ont certainement un avenir, ils se dressent un nouveau avenir, mais pour le moment, malgré mes talents d'investigateur, je n'ai pas encore réussi à percer le secret de leur destination, mais je sais qu'ils sont nombreux au CDP qui sont dans cette attente-là et qui, bon, d'un jour ou l'autre, peuvent se retrouver hors de la frontière du parti. Évariste, quoi c'est bon? Bien, c'est vrai que nous avons tous appris ce qui se passe actuellement, mais est-ce que pour moi c'est peut-être une tempête dans un verre d'eau? Parce que plusieurs fois, nous avions même ici eu à le dire qu'au lendemain des élections, notamment bien sûr, si on prend en compte la dimension donc, du contexte surtout, il y aurait certainement une reconfiguration, les choses allaient changer parce que les gens regardent déjà 2025, c'est un. Bon, par rapport au CDP, c'est vrai que c'est quand même un peu... on peut se poser des questions sur les motivations réelles. Mais c'est vrai que si vous remarquez, donc la lettre même n'a même pas... Habituellement, on dit pour convenance personnelle, mais là, c'est même pas pour la convenance, on n'a rien dit. Et tout un groupe du lot, bon, et c'est vrai que les personnes, moi en fait, du moins, c'est l'analyse que j'en fais, c'est la personne en fait de Dr Bougma qui était réputé lié très 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 proche à l'ancien président. Et bien sûr, d'aucuns même avaient déjà même pensé dans un passé récent qu'il avait été peut-être même pressenti pour diriger même, je ne sais pas, même le CDP. Donc, de là maintenant avoir peut-être des connexions ou des rapprochements, c'est pas encore évident, comme Lengani lui-même l'a dit, c'est difficile de faire, mais on ne peut pas aussi s'empêcher de réfléchir dans ce sens. Mais le plus important n'est pas la démission, le plus important sera donc, comme c'est des politiques, c'est des acteurs politiques, le plus important sera donc la suite, l'acte, second acte. Alors, est-ce que, par exemple, on voit qu'il y a quand même une sorte de concomitance des événements. Dans la même semaine, M. Blaise Compaoré, donc l'ancien président, est mis en accusation. Et puis, bon, immédiatement, on voit aussi qu'au niveau du CDP, il y a par exemple une défection de taille. Est-ce que ça voudrait dire que ces événements peuvent être liés? Forcément, on ne peut pas ne pas y voir un lien, comme je dis, surtout quand on regarde, donc, on analyse un peu, comment dire, le lien qu'il y avait, les liens très forts, hein, ce n'est pas des liens assez simples, qu'il y avait donc avec donc, le premier signataire. Et, puis, donc, et en plus, c'est vrai, la mise en accusation, c'est vrai, parce que je me demande aussi que peut-être que la tendance, en fait, qui est très rapprochée du président Compaoré, trouve que le CDP actuel ne défend pas, peut-être, ou ne porte pas, en fait, fait des intérêts, en fait, qui pourraient donc avoir un lien avec le président, puisque quelle est la position? On connaît la position du CDP officiel sur tout ce qui se passe. Hein, c'est le même scénario. Bon, est-ce que cela arrange le président fondateur? Non, enfin, tout ce qui est sûr, on ne peut pas ne pas avoir un lien. Forcément, il y a un lien. D'accord. Alors, maître, est-ce que quelque part le CDP peut dire ouf, bon débarras, voilà, les anciens n'ont qu'à partir, et puis bon, voilà, on refait un nouveau CDP, et puis on avance. Est-ce qu'on peut voir aussi dans ce sens-là? Et que ces démissions, parce que depuis bientôt 2 années, il y a des démissions, d'autres partis se sont créés, etc., mais le CDP continue. Oui, mais les démissions, là, il fallait s'y attendre. Ce n'est pas la première fois, ce ne sera pas la dernière fois. Il faut savoir d'abord ce qui maintient les gens dans un parti. Vous avez les idées, vous avez la personnalité des premiers responsables, il y a la gestion du pouvoir et il y a la perspective de la gestion du pouvoir. Ce sont ces 4 éléments qui font que les gens se mettent ensemble dans un parti. Quand vous prenez le CDP, ce n'est pas un parti d'idées. Donc, on ne se bat pas au CDP pour des idées. Donc, c'était la personnalité de Blaise Compaoré, qui maintenait beaucoup de gens au CDP, avec la gestion commune du pouvoir. C'est ça qui reliait les gens au sein du CDP. Blaise Compaoré n'est plus là.
ils n'ont plus la gestion du pouvoir. La perspective d'une gestion future du pouvoir est aléatoire, sauf dans le cadre d'une coalition, peut-être. Alors donc, ce qui peut maintenir les gens maintenant au CDP, c'est quoi? C'est se protéger contre leurs amis d'hier, le MPP, voilà, contre lesquels ils luttent. Donc, dès lors qu'on est militant du CDP et qu'on ne se sent pas menacé par le MPP, les raisons de rester au sein du CDP ne sont plus très, très fortes. Alors donc, il ne sera pas surprenant que ceux du CDP qui ne se sentent pas menacés par les MPP quittent d'un jour ou l'autre le CDP. Alors, donc, est-ce que ça voudrait dire que cette façon de partir est une autre perspective pour le parti, le CDP, qui va donc rajeunir ou qui va... non, mais nécessairement, le CDP va tirer les leçons. Le CDP va tirer les leçons pour se réorganiser éventuellement. Ça, c'est évident. C'est une perte. J'ai déjà eu à dire ici que même si c'est une seule personne qui part d'un parti, c'est une perte. Mais dire que c'est une grosse perte, comme le dit Lengani, je pense que ça reste à prouver. Ce n'est pas évident. C'est vrai que c'est l'ensemble des militants d'une structure, d'une province qui sont partis. Mais maintenant, quel était l'impact de ces militants sur la base? Ça reste à démontrer. Donc, à un moment, vous savez, ce n'est pas pour rien qu'on fait des élections de façon régulière tous les 5 ans, etc. C'est pour vérifier si vous avez toujours le même impact sur la population. L'impact que vous avez sur la population aujourd'hui n'est pas nécessairement le même impact que vous aurez demain ou après-demain. Donc, sans doute qu'à un moment donné, ils avaient de l'influence sur les militants du CDP, du Zone Ouéro, mais il n'est pas dit qu'ils ont toujours la même influence aujourd'hui. Donc ça reste à démontrer. Mais ce qui est sûr, c'est une perte. Mais dire que c'est une grosse perte au niveau du CDP, ça reste à démontrer. D'accord. Alors, Oulan, est-ce que, comme on a l'habitude de voir, quand on démissionne, et d'ailleurs on l'a vu au niveau du CDP, Adama Zongo, l'ancien maire donc, de Tanga Dassouri, a démissionné, il allait au NTD. On en voit beaucoup. Quand on démissionne ici, on part à gauche ou on part à droite, etc. Est-ce qu'il faut s'attendre aussi peut-être à ce que M. Jérôme Bougma et les 92 autres se retrouvent, soit, on va dire, peut-être au NTD ou au MPP? C'est une possibilité, pas forcément entre les deux partis que vous avez cités. Ça peut être aussi peut-être en perspective une création de partis politiques avec d'autres courants et tout le reste. Donc, dans tous les cas, je crois que sur le plateau, quelqu'un a évoqué la question de la suite, de l'avenir. La démission ne signe pas une retraite politique pour ces personnes-là. Donc c'est pour dire qu'il y a la perspective, évidemment. Et certainement que les jours à venir, on sera situé. Oui, mais perspective aussi dans les deux sens. Quelle est la perspective du CDP? Non, je crois que pour le CDP, c'est des coups de boutoir quand même qui menacent, moi je pense, l'existence même du parti. Parce que si vous prenez ces 10 dernières années quand même, depuis l'hémorragie de 2014, on a vu comment ça s'est passé. Parce que, quoi qu'on dise, ça affaiblit nécessairement le parti. Et pour moi, je crois que la lecture, ça menace vraiment l'existence du parti. Si ce n'est qu'aujourd'hui, les 3 lettres qui sont là, CDP, sinon en termes, sur le plan électoral ou en termes de mobilisation, de force de frappe, je crois que c'est quand même un parti qui se fragilise davantage et qui risque... Mais le parti a eu plus de députés qu'en 2015. Oui, mais on a entendu ici... 20 députés. Oui, mais on a entendu... Chef de file aujourd'hui. Oui, mais on a entendu ici tous les discours qu'il y a eu par rapport à ces élections de 2020. Les gens ont crié que c'est à cause de l'exclusion et qu'en 2015, ils n'ont pas pu participer, ils vont reprendre le pouvoir. C'est une raclée pour le CDP. Pour le parti qu'on connaît quand même, je crois que c'est une défaite cuisante pour se retrouver. Le CDP, ce n'est pas 20 députés, c'est le tout qui dit. Voilà, donc là-dessus, je crois qu'il ne faut pas se faire d'illusions. Il faut que les gens reviennent sur terre. Et comme on l'a dit ici, si vous prenez par exemple le Zone Ouégo, en 2015, ils ont eu un député sur les deux. En 2020, ils n'ont rien eu du tout. Donc c'est un élément à prendre en compte. Donc il ne faut pas, ce n'est pas les 20 députés. Pour un parti comme le CDP, 20 députés, ce n'est rien. Voilà. Et on a vu ici, depuis la création de ce parti en 1996 jusqu'à aujourd'hui, pour moi, c'est l'existence du parti qui est menacée. Et si les premiers responsables ne tirent pas leçon, ne se remettent pas en cause, ne font pas l'autocritique pour essayer de rebondir, il est évident que même si on a le CDP dans 5, 10, 15 ans, 20 ans, c'est peut-être que le logo, les pieds là d'abord, sinon il n'y aura plus rien. Et l'autre élément que je vais ajouter, qu'on a évoqué, et effectivement la question du bilan sur le plan électoral. J'ai évoqué tout à l'heure le fait que dans le Zone Ouégo, ils n'ont pas eu quelque chose.
Il y a aussi à l'échelle nationale la présidentielle, effectivement. Mais je crois qu'il y a peut-être un autre élément aussi dans la lecture que nous pouvons avoir, c'est que il y a eu récemment, et ça crée des grognes du reste au niveau de l'opposition politique, la désignation des 2 commissaires de l'opposition en tant que représentants de l'opposition au niveau de la Commission électorale nationale indépendante CENI. Je crois qu'il n'est pas exclu aussi qu'il y ait peut-être des frustrations peut-être sur l'identité de ces 2 personnes. Peut-être qu'il y avait des tractations au niveau des militants peut-être du Zunouégo pour qu'il y ait un des leurs parmi les 2. Peut-être que c'est une raison aussi qui a amené un peu cette démission, parce que pour qui connaît Jérôme Bougma, c'est quelqu'un quand même d'assez discret, d'assez effacé depuis en fait la perte du pouvoir en 2014. On a vu toutes les agitations qu'il y a eu autour de la candidature de Kadri Désiré, avec d'autres agitateurs au niveau du CDP, les Salia Sanou, les Zungrana qui sont repartis au CDP, les Bourema Badini, mais bon, je crois que de mémoire, on n'a pas vu Jérôme Bougma un peu dans le vent. Donc s'il est resté dans l'homme et que peut-être il y a eu cette sortie, évidemment qu'il y a des considérations à prendre en compte dans la gestion du parti, dans le positionnement aussi, et peut-être liées à d'autres considérations, voilà, que certainement nous ne maîtrisons pas, mais qui permettent de se dire dans tous les cas qu'en termes de survie, moi je pense que c'est quand même l'existence du parti aujourd'hui qui est en jeu. Alors, l'Engani, M. Jérôme Bougma, c'est quoi? C'est la retraite politique, ou est-ce que, comme l'on le dit, perspective peut-être de création d'un parti, en lien aussi peut-être avec la réconciliation nationale, est-ce que la mise en accusation de Blaise Compaoré est peut-être un élément déclencheur? On dit qu'il est l'oncle de Blaise Compaoré, donc il va soutenir entièrement à 100%. Moi, je ne suis pas l'oncle ni le cousin, mais je suis un fervent soutien à Blaise Compaoré. Je pense que la question ne se pose pas à ce niveau. Je suis tout à fait d'accord avec Oulon qui, lorsqu'il apprécie, il juge le résultat du CDP aux élections de 2020. Bon, effectivement, pour certains, le CDP a eu 20 députés, donc 2 députés de plus, donc il a progressé. Mais comme il a dit, effectivement, en 2015, ce n'était pas le CDP qui était aux élections. C'est un morceau de CDP que la transition a autorisé à faire la politique. Sinon, tous les caciques du CDP étaient en exil à l'interne, et sans oublier les procès, etc. Donc l'exclusion qui était là. Donc le CDP en ce moment, c'était un morceau de CDP. Or, cette fois-ci, vraiment tout le monde s'attendait quand même à ce que le CDP vraiment montre sa véritable splendeur. Effectivement, il avait tous les atouts pour cela, mais on sait que patatras, il y a eu des problèmes de gestion, en tout cas des déchirures, des gens qui sont partis, etc. Et ça a donné 20 députés. 20 députés par rapport à 18 dans le contexte, c'était un échec lamentable. Ça, il faut surtout pour un parti comme le CDP. Je suis tout à fait d'accord avec lui sur ça. Et je dis aussi que, Bougma à la retraite politique, je ne pense pas. Je ne pense pas, d'abord il est plus jeune que moi. Même si la vie en politique ne se mesure pas à l'âge, il m'étonnerait que tous ces gens, toutes les 93 qui l'ont suivi, notamment l'ancien député qui est deuxième sur la liste, Congo, je ne pense pas que ces gens vont à la retraite, non. C'est tellement qu'ils se donnent un nouveau horizon politique. Que pour le moment, ils n'ont pas dévoilé. Mais je dis, contrairement à ce que dit Maître Tambela, c'est une grosse perte, ou au docteur Évariste qui dit que c'est une tapette dans un verre d'eau. Non. Quand un parti perd toute une section, c'est quand même important. Il faut regarder. Et le parti a intérêt à se ressaisir très vite pour voir comment est-ce que... Parce que les élections municipales... Est-ce que finalement le parti ne sait pas, je vais dire, n'a pas aujourd'hui trouvé la solution à tout ça? Parce que ça fait quand même peut-être depuis 5 ans que le parti connaît régulièrement ces choses, mais le parti continue. Prenez le cas de l'UPC. Si l'UPC a perdu la tête de l'opposition, c'est quoi? Mais il y a eu des vagues de départ. Chaque vague n'est peut-être pas très très importante, mais les vagues successives, mais ça vous donne ce que ça donne à l'UPC. Et le CDP peut connaître la même tragédie. Donc il faut que le CDP tire leçon de ça et arrête l'hémorragie. Il faut trouver un moyen pour arrêter l'hémorragie. Parce que, on a parlé tantôt, vous avez posé la question relativement à l'inculpation de Blaise Compaoré dans l'affaire Thomas Sankara. Mais le discours du CDP que j'ai entendu, mais honnêtement, ce n'est pas un discours d'un parti qui soutient quand même Blaise Compaoré.
Pas du tout. D'accord. Je voudrais... Oui, Évariste. Non, en fait, je pense que les résultats que le CDP a engrangés à l'issue des dernières élections, quand même, sont une prouesse. Parce que, bon, on ne peut pas comparer sans regarder le contexte. Vous oubliez quand même que le MPP, c'est quand même 60-70% du CDP originel, hein, c'est ça. Donc, ce qui est resté... Non, les gens ont migré, ils avaient les mêmes militants. C'est la même base. Ça, c'est une réalité qui est là. C'est un fait qui est là, on ne peut pas le nier. Donc, bien sûr, en 2015, je suis d'accord avec tous les problèmes, les difficultés. Bon, ils s'en sont quand même un peu tirés. Mais pour revenir à l'UPC, vous oubliez qu'il y a des études sociologiques qui démontrent que beaucoup de candidats, enfin beaucoup d'électeurs du CDP se sont reportés sur l'UPC. C'est ce qui explique que cette fois-ci, le nombre le nombre de députés élus de l'UPC a chuté. Ça, vous voyez. Donc, je trouve que c'est peut-être c'est peut-être sa taille réelle, en fait. Bon, parce que ce n'est plus... Il y a quand même... Ils sont partis. Le MPP est parti avec même une grande partie. Hein. Ça, c'est une réalité qu'il ne faut pas occulter. Oui, Oulon? Non, je voudrais, sur le volet judiciaire, je pense que quand même, l'hypothèse que ça soit en rapport avec la mise en accusation, quand même, à mon avis, elle est un peu faible, fragile. Parce que la mise en accusation n'est que le développement, en fait, d'une procédure judiciaire. Politiquement, peut-être que la position, comme Lengen le disait, peut-être que la position du CDP n'est pas peut-être une position... Oui, peut-être liée au discours du premier responsable, effectivement. Sinon, je crois que si c'est la procédure judiciaire en soi, ce n'est pas nouveau. Blaise Compaoré, ses déboires judiciaires ont commencé en 2016. Et je crois que Jérôme Bougma lui-même a des déboires judiciaires faisant partie du dernier gouvernement, puisqu'il y a la mise en accusation devant la Haute Cour de justice, y compris Blaise lui-même en tant que ministre de la Défense. Donc je crois que là-dessus, peut-être que c'est le discours politique du premier responsable, au regard de sa première sortie, après le fait qu'il y ait eu cette mise en accusation qui ouvre la voie à un procès, peut-être que c'est dû aux propos du premier responsable, et là-dessus, on ne peut pas faire de contestation. Mais, pour terminer. Non, je pense qu'il faut relativiser les choses. Hein. Bon, dès le début, on a dit ici que Edi Komboigo avait un problème de légitimité. Ça, ce n'est pas contesté. Maintenant, peut-être qu'il a réparé ce problème de légitimité. Sinon, au départ, il a été candidat du CDP. Voilà, c'est pour ça que je dis que peut-être qu'il a réparé ce problème de légitimité. Mais il y avait un problème de légitimité qui entraînait des contestations. Ça, c'est évident. Alors qu'au temps de Blaise Compaoré, ce problème ne se posait pas. Maintenant, quand tu as parlé des dysfonctionnements dans la gestion du parti, etc., je pense qu'on exagère un peu quand même. Hein. Parce que même sous Blaise Compaoré, tout n'était pas rose dans le fonctionnement du CDP. Mais on supportait, parce que, comme j'ai dit, il y avait la personnalité de Blaise Compaoré, et il y avait la gestion du pouvoir aussi. Et la perspective de conserver le pouvoir. Donc, un parti qui est au pouvoir n'est pas la même chose qu'un parti qui n'est pas au pouvoir. Et même actuellement, si vous remarquez, au MPP, tout n'est sans doute pas rose. Mais comme ils ont le pouvoir, bien au contraire, ils conservent leurs militants et des gens de l'extérieur qui viennent s'agréger à eux. Donc, le vrai problème, c'est quoi? C'est que maintenant, le CDP est dans l'opposition. C'est ça. Le CDP n'est plus dans la gestion du pouvoir. Et quand on est dans l'opposition, les frictions sont amplifiées. Et les gens sont tentés aussi d'aller voir ailleurs. Alors que quand vous êtes un parti de gestion du pouvoir, même s'il y a des frictions, la soupe étant à côté, alors on fait tout pour se resserrer les rangs. Donc moi, je pense qu'il ne faut quand même pas exagérer les problèmes de dysfonctionnement dans la gestion du parti, parce que dans tous les partis, il y a ces problèmes-là. On a parlé de l'UPC ici, et même au MPP, récemment, il y a eu des vagues de sanctions. Donc dans tous les partis, il y a ces problèmes de gestion. Vous ne pouvez pas faire l'unanimité totale. Mais selon que vous êtes dans l'opposition, que vous êtes un parti au pouvoir, ces dysfonctionnements-là ne sont pas appréciés de la même façon. D'accord, merci. Mais je ne comprends pas, M. Tambela. Vraiment, je ne comprends pas. Vous dites une chose son contraire. Vous dites que les dysfonctionnements, ça existe. Mais pourquoi vous voulez que ça n'ait pas de conséquences? Ça a les conséquences au CDP, comme ça a eu les mêmes conséquences à l'UPC, comme ça a les mêmes conséquences au MPP. Au MPP, ils ont résolu les problèmes de dysfonctionnement comment? En démissionnant des militants, en cherchant des militants qui ont été indélicats vis-à-vis des choses. À l'UPC, il y a eu des problèmes, il y a eu des dysfonctionnements éventuels qui ont amené des gens à partir. Au CDP, c'est la même chose, des gens partent. Pourquoi voulez-vous qu'ils restent? Parce que ce serait le CDP. Ça, c'est ensuite, je voudrais ajouter que, sur la question de la gestion de Oulon qui l'a soulevé, sous Blaise Compaoré, mais le CDP n'aurait jamais pris les deux postes au nez à la barbe de l'ensemble de l'opposition. Allez s'arranger pour qu'au moins un des deux postes de commissaire là revienne au reste de l'opposition.
Ça, c'est un principe connu de tous. On n'a pas besoin d'être au pouvoir pour savoir, pour avoir l'âme d'ouverture, de rassemblement, quand même d'un minimum de justice. Vous ne pouvez pas vous accaparer tout et laisser les autres comme si c'était des moins que rien. Ça, il y a 5 postes pour les représentants de la non, on parle des deux, tout dernièrement, avec le départ des 2 commissaires de l'UPC. Il y avait 2 pour l'opposition. Le CDP a pris tous les 2. Ça, c'est pas normal. Or, il y avait déjà un commissaire qui représentait le CDP. Donc, 3 CDP et puis le reste de l'opposition, 1. La DFR, déjà, je okay. crois. Merci. On continue ce débat pour parler de la mise en accusation de M. Blaise Compaoré dans le dossier Thomas Sankara. On va juste lire ce qui concerne le délibéré donc, de la mise en accusation. Et on peut lire qu'il y a eu des requalifications de faits. Ainsi, il a été l'attentat de sûreté à l'État contre Blaise Compaoré. Plutôt, la complicité de recel de cadavres à l'encontre de M. Blaise Compaoré est devenue recel de cadavres et ensuite l'attentat à la sûreté de l'État contre Blaise Compaoré est devenu complicité d'attentat à la sûreté de l'État et également complicité d'assassinat contre Blaise Compaoré et contre Blaise Compaoré est passé également à assassinat, non, plutôt assassinat. Les faits d'assassinat ont été requalifiés en complicité d'assassinat. Enfin, il y a des qualifications, on va aller plus clairement plus tard. Et maintenant, la décision finale, c'est la mise en accusation. Alors, maître, à ce stade, on dit mise en accusation, certains ne comprendraient pas, ça fait 33 ans que le dossier dure, mais c'est aujourd'hui qu'on dit mise en accusation. Non, c'était une instruction, le dossier était à l'instruction. Qu'est-ce qu'on doit comprendre par là? Non, ça veut dire que maintenant, on estime qu'il y a des charges suffisantes contre ces personnes-là. Voilà. Et maintenant, il faut qu'ils se justifient devant un tribunal. Donc jusque-là, il n'y avait pas de preuve qu'il y avait des charges suffisantes contre qui que ce soit. C'était des supputations, c'était des indices qu'on vérifiait. C'est pour ça que le dossier est à l'instruction. Le rôle du juge d'instruction, c'est quoi? C'est de vérifier, à partir des rumeurs, à partir des éléments à sa disposition, si vraiment il y a des charges contre telle ou telle personne. Il instruit à charge et à décharge. Et donc maintenant, si à l'issue de l'instruction, on met quelqu'un en accusation, ça veut dire qu'on a estimé, au vu des éléments qu'on dispose au niveau de l'instruction, etc., qu'il y a des indices qui montrent que la personne peut avoir commis une infraction. Donc maintenant, on dit, bon, ok, à cette phase-là, nous, on pense que c'est mieux que tu t'expliques devant un tribunal qui va décider. Voilà ce que ça veut dire. Alors, on va regarder pour être un peu plus précis sur les requalifications des faits. De complicité de recel de cadavres, on est passé maintenant à recel de cadavres, d'attentat à la sûreté de l'État, on est passé de complicité d'attentat à la sûreté de l'État, on est passé à attentat à la sûreté de l'État, et d'assassinat, on est passé à complicité d'assassinat. Quand on quitte d'assassinat à complicité d'assassinat, qu'est-ce que ça voudrait dire? Est-ce que ça voudrait dire qu'on est descendu d'un grade par rapport à l'accusation? On ne peut pas accuser Blaise Compaoré d'assassinat comme ça. Qui l'a vu tirer? Voilà. C'est ça. Quand on dit que vous êtes assassin de quelqu'un, que vous avez assassiné quelqu'un, ça veut dire que vous avez agi directement. Mais jusque-là, c'est ce qu'on a entendu dire. On dit que Blaise Compaoré a tué Thomas Sankara. Lukman, je vous ai dit, le dossier est à l'instruction. Et l'instruction se fait à partir des rumeurs du public. Ce que le public dit n'est pas nécessairement la qualification juridique. Est-ce que vous avez vu? Il faut distinguer ce que l'opinion dit et pense de ce que le droit dit. Donc maintenant, Blaise Compaoré, c'est quoi? C'est quelqu'un qui a bénéficié sans doute du crime, etc. Mais on ne l'a pas vu tirer. Donc ça ne peut être qu'une complicité d'assassinat. Voilà, ça veut dire que, bon, au niveau de l'instruction, on estime qu'il n'est pas innocent dans la mort de Thomas Sankara, mais on n'a pas la preuve qu'il a agi directement. Mais ce qui, au niveau du jugement, ça peut changer. Des éléments peuvent être apportés et qui prouvent qu'au lieu de complicité, il était assassin. Tout comme ça peut aller aussi dans un autre sens. Tout comme ça peut aller dans un autre sens. Tout comme on peut ne pas réussir à démontrer qu'il est complice de l'assassinat. Ouais. Donc c'est pour ça qu'on vous juge, on vous traduit devant la justice, pour que vous vous défendiez. Sinon, si au niveau de l'instruction, on pouvait déjà arrêter les choses, mais pourquoi faire un jugement encore? Donc le rôle de l'instruction, et la raison pour laquelle parfois ça traîne, c'est qu'à partir des dénonciations, il faut vérifier les faits et procéder à des requalifications en fonction de l'infraction
précise. Voilà. Donc un assassinat n'est pas une complicité d'assassinat. Un recel de cadavre n'est pas une complicité de recel de cadavre. Si vous êtes accusé de recel de cadavre, ça veut dire que vous êtes acteur direct dans le recel de cadavre. Mais si vous êtes accusé de complicité, ça veut dire que vous avez contribué au recel de cadavre. D'accord. Voilà. Donc, il appartient maintenant au tribunal, au juge d'instruction, après vérification de tous ces faits-là, de requalifier en fonction des dispositions de la loi les infractions qui lui ont été soumises. Alors, Évariste Concebo, en plus de ces charges-là, ici, la complicité ne concerne pas l'attentat à la sûreté de l'État où M. Blaise Compaoré, le juge dit qu'il déclare suffisantes les charges d'attentat à la sûreté de l'État contre Blaise Compaoré, Djindéré Gilbert et Kafando et Hyacinthe. Oui, qu'est-ce que vous voulez que moi je dise sur ça? L'affaire Sankara, tout le monde, enfin du moins ceux qui n'étaient pas nés, ont quand même parcouru, c'est pas moi, l'actualité ou l'histoire pour savoir ce qui s'est passé. Pour moi, en fait, l'assassinat ou le meurtre en fait, du président Sankara renvoie au coup d'État du 15 octobre 1987. Bon, pour les Burkinabés de notre génération, nous avons suivi un peu de loin. On n'était pas du tout présent sur le théâtre des actions, mais on sait que c'est un coup d'État. Et c'est à l'issue donc de ce coup d'État, le président Sankara, qui lui-même est arrivé au pouvoir par un coup d'État qu'on a requalifié en révolution, a perdu la vie. Bon, c'était regrettable, mais maintenant qu'on veut en faire un procès, nous disons, en tant que Burkinabé, c'est toujours bien de connaître la vérité. C'est toujours bien de savoir ce qui s'est passé pour l'histoire. Moi, ça a toujours été ma position sur cette affaire. On parle d'attentat à la sûreté de l'État. Est-ce que la révolution, c'était un État normal? Est-ce que ce n'était pas un État d'exception? Est-ce que dans un État d'exception, on peut parler d'attentat à la sûreté de l'État? Là, vous me demandez de donner la définition d'attentat à la sûreté de l'État. Donc, je pense qu'à partir du moment au niveau de la justice, on a retenu l'infraction, c'est qu'on reconnaît que c'était le chef de l'État qui agissait et qui représentait l'État du Burkina Faso. Donc, maintenant, les autres considérations, attendons le procès, il y aura peut-être d'autres éléments pour apprécier. Je pense que là-dessus, soit arrivé par un coup d'État ou bien que ça soit rebaptisé en révolution, dans tous les cas, je crois que les attributs de chef de l'État ou de président du Faso ne sont pas contestés et que voilà, ce sont les infractions retenues. Je pense que sur ce volet, au lieu peut-être de vouloir peut-être discuter du fond, voilà, parce que nous n'avons pas le contenu du dossier, c'est d'apprécier, de prendre acte et puis voilà, d'attendre le procès que les gens puissent s'expliquer justement. Parce que je crois que là-dessus, c'est le travail du juge d'instruction qui a été apprécié. Au départ, ils étaient 25. Je crois qu'il y a 5 qui ont bénéficié d'un non-lieu. Il y a 6, je crois, qui sont décédés, dont il y a extinction de l'action publique. 14 finalement vont devoir s'expliquer. Je pense que c'est le processus normal. Je pense que c'est un élément, une étape supplémentaire et en principe, rien ne s'oppose maintenant à la tenue d'un procès pour que les uns et les autres puissent s'expliquer. Et je sais qu'il y a des gens qui ont hâte justement à ce qu'ils puissent s'expliquer pour qu'on sache exactement pourquoi leur nom est toujours collé à cette affaire. Et après, les juges vont apprécier. Et je pense que c'est aussi bon pour ceux qui sont pour la réconciliation. Ça permettra de tourner une page aussi sur un dossier quand même emblématique. Et on pourra regarder tous ensemble peut-être vers de meilleurs horizons que chaque fois d'épiloguer un peu sur les sémantiques, sur les contextes et tout ce qu'il y a par rapport à cette affaire. Alors, qui date depuis 1997 quand même. Pour par exemple le président Compaoré, qui aujourd'hui quitte d'assassinat, fait d'assassinat, à complicité d'assassinat. Non, je crois que là, je ferai une lecture. Je ne suis pas juriste. Je n'ai pas. Favorable pour lui? Oui. Non, je crois que je n'ai pas tous les éléments du dossier, mais tel que ça a été fait, moi, ma lecture personnelle par rapport surtout à l'attentat et la sûreté, c'est qu'au jeu de la justice, il y a 3 principaux, parce que quand c'est comme ça, c'est les exécutants et les commanditaires. C'est tel que je vois, c'est Blaise Compaoré, Djindéré et Yassine Kafando. Je crois que j'ai l'impression qu'au jeu de la justice, ce sont les 3 commanditaires, parce que l'attentat et la sûreté, ça repose un peu sur ces 3 personnes-là. Maintenant, est-ce que c'est ce qui s'est réellement passé sur le terrain? Ça, c'est une autre paire de manches. Et je crois que jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas encore entendu la version des 3. Ça sera l'occasion peut-être de savoir exactement si vraiment les uns et les autres sont là pour pouvoir s'expliquer. Maintenant, sur la question de complicité d'assassinat, je crois que l'explication de Maître Kilem, qui est plus habilité sur ce plateau en tant qu'avocat, justement, ça permet, parce que moi, ce que je sais, la justice sont les preuves. Si on accuse quelqu'un d'assassinat, on suppose que la personne a
eu à poser un acte matériel dans ce sens. Et je crois que certainement, à l'issue de l'instruction et du travail de la Chambre de l'instruction au niveau du tribunal militaire, on a estimé que Blaise Compaoré peut-être n'était pas sur les lieux. Donc peut-être qu'il a aidé ceux qui sont soupçonnés d'assassinat. C'est pour cela qu'il est poursuivi pour complicité. Mais n'allons pas vite en besoin. Je pense que la justice sont les preuves. Et si aujourd'hui on estime qu'il y a suffisamment de preuves qui sont réunies pour un procès d'abord, en entendant peut-être qu'il y ait des débats pour qu'on désigne qui est coupable, qui ne l'est pas, qui a fait quoi, qui n'a pas fait quoi, je pense que ce sont des éléments qu'il faut apprécier de cette façon. Lengani, appréciation de cette mise en accusation de Blaise Compaoré et puis les réqualifications aussi des faits. Bon, je voudrais d'abord me réjouir du non-lieu total qu'a eu le journaliste Tamini Gabriel, qui a dû écoper de 18 mois d'emprisonnement dans cette affaire. Et finalement, la Chambre de contrôle a jugé que le juge d'instruction avait mal fait son travail le concernant. C'était une détention provisoire. Oui, une détention provisoire de 18 mois sur des allégations, des dénonciations farfelues. Et le juge d'instruction à l'époque a trouvé que c'était juste. Fort heureusement, la Chambre de contrôle l'a dédié. C'est gloire à Dieu. Et ensuite, pour le reste du dossier, de mon point de vue, je me situe un peu dans le sens de ce que le docteur Évariste Consembo a dit, à savoir que nous étions plus ou moins contemporains des événements. Nous avons suivi ce qui s'est passé de loin. Selon certains, la distance varie. Et je dis que au jour d'aujourd'hui, un procès, un dossier qui arrive à l'instruction en ce moment précis, moi ça me donne un goût comme s'il y avait une certaine manipulation dans cette affaire depuis le début. Et c'est là, je l'ai déjà dit même sur ce plateau, que les journalistes de manière globale étaient dans une très grave erreur lorsqu'ils disaient que Blaise Compaoré était l'assassin de Thomas Sankara. Et partout à travers le monde, c'est ce qui s'est dit. Et la Chambre de contrôle, déjà, dit aux journalistes que vous avez très mal fait votre travail en accusant quelqu'un d'assassinat sans avoir la moindre preuve. En attendant qu'on arrive au procès pour voir si effectivement les indices que la justice a décelés en ce qui concerne éventuellement sa participation à la commission de ce qui s'est passé et qui, même, moi j'attends comme prouve que c'est un assassinat qui a eu lieu. Parce que comme je le dis dans le contexte du moment, on savait qu'à la direction de la révolution, il y avait des problèmes. Il y avait des problèmes. On savait aussi qu'à l'époque, la gâchette était un des moyens pour régler les différends politiques. Et ça, c'est venu même malheureusement avec la révolution. Et malheureusement, et ça, il faut que les gens le comprennent, la perte de Thomas Sankara est une très grande perte pour notre pays, pour tout le monde. Bon. Maintenant, sur la question de comment gérer cette affaire, il y a divergence. Et de mon point de vue, il faut savoir raison garder parce que notre pays est un tout. Il n'y a pas, à force de singulariser certaines personnes, certains dossiers, on en fait des problèmes qui empêchent l'ensemble de la nation de vivre sereinement. Je dis ça pourquoi si vous voyez, on a accusé le Blaise Compaoré pendant 27 ans de s'être assis sur le dossier Thomas Sankara. Bon, dès qu'il y a eu les événements dramatiques d'octobre 2014 que des gens ont appelé insurrection populaire, avec la montée au pouvoir, dans les arcanes du pouvoir, du courant sankariste, avec à la tête par exemple de CNT, M. Chérif, qui donc le CNT là, un organe qu'on a dit législatif, on ne sait pas élu par qui et comment, quelle légitimité, qui a levé donc l'amnistie qu'un parlement tout à fait normal avait voté et qui permet donc de revenir sur le dossier Thomas Sankara. Bon. Ce même Chérif se trouve aussi aujourd'hui ministre d'État, c'est-à-dire au cœur du pouvoir. Un des avocats de la famille Sankara, Maître Sankara, se trouve ministre. Les avocats se trouvent ici, avocats de l'État, etc. Ça veut dire que ceux aujourd'hui qui prennent le dossier pour charger Blaise Compaoré sont au cœur du pouvoir. Ça veut dire que plus que jamais, le dossier Thomas Sankara est politisé à outrance. Et dans cette situation, comment est-ce que le juge, avec la Vox Populi, qui a déjà condamné un certain nombre de gens, qui a déjà dit Blaise Compaoré est assassin, et là, il faut tirer déjà le chapeau
à la chambre de contrôle, qui a eu le courage de dire ce n'est pas lui l'assassin, mais il est complice. C'est déjà une petite victoire sur la route de la ça vérité. voudrait dire peut-être que maintenant, le tribunal ne va pas suivre la vox populi. Je suis d'accord avec lui. Je suis d'accord avec vous plutôt. Bon, est-ce que les étapes suivantes vont se faire de manière sereine pour permettre la manifestation de la vérité? Parce que ce qu'il faut pour Thomas Sankara, c'est d'abord la vérité. Et ensuite, que l'on trouve un système pour réparer. Moi, je pense que c'est ça qui est important. Aujourd'hui, on le sait, hein, la justice classique, c'est quoi? Tu viens pour te défendre. Tu viens pour te défendre, ça veut dire que la loi te permet, même la morale te permet de mentir pour te défendre. Donc, les gens utilisent tous les moyens pour se défendre. Ils ne diront pas forcément la vérité. Et de ce procès-là, il est certain que la vérité il est très probable que la vérité ne pourra pas sortir. Quand on tient compte du contexte et de tout ce qu'il y a comme poids sur les magistrats qui auront à dire le droit. Et je dis que c'est là, fort heureusement, de mon point de vue, il faut savoir faire la part des choses dans ce pays-là. Aujourd'hui, on a le procès Thomas Sankara. Aujourd'hui, on a parlé tantôt de réconciliation. Il y a la réconciliation nationale. Et de mon point de vue, c'est deux choses totalement différentes. D'accord. Alors, avec en plus le fait que, même sur la question du retour de Blaise Compaoré, les gens lisent ça. Il y a un mandat d'arrêt qui a été lancé, qui a été réactivé qui a été maintenu par la Chambre de contrôle. Et en même temps, le président de Faso a pris l'engagement de faire entrer Blaise Compaoré dans des conditions dignes de son rang. Et moi, j'ai confiance au président de Faso. Je me dis qu'il connaît très bien l'ensemble des dossiers. Quand on est au niveau de l'État, après avoir fait 5 ans, dans le contexte qu'il a connu, je me dis qu'il doit être au courant de certaines choses qui lui permettent de dire qu'il faut que Blaise Compaoré rentre dans les conditions. Alors, justement, la question, Évariste Concepo, quand on dit Blaise Compaoré doit rentrer, quand on dit qu'il faut la réconciliation, est-ce que réellement il n'y a pas un lien véritable entre ce procès et la réconciliation? Est-ce qu'après le procès, cela n'ouvrirait pas mieux la voie à la réconciliation parce qu'on ne serait passé par la case vérité? Non, de mon point de vue, en fait, ce qui se passe actuellement au niveau donc, de la justice militaire n'entrave à rien du tout le processus de réconciliation. Bon, parce que c'était déjà des dossiers qui étaient engagés, hein, bien avant même que le président Kaboré n'annonce officiellement son intention d'œuvrer pour la réconciliation et pour le retour dans les conditions digne en fait de son rang, de l'ancien président. Mais donc, la justice va donc faire son travail. Maintenant, mais n'oubliez pas quand même que dans notre système, au sommet de la pyramide, en fait, il y a toujours le chef de l'État qui est garant quand même de... Il a quand même, je sais pas, des marges de manœuvre. Voilà, mais après, peut-être que la justice se fasse, peut-être, je sais pas. Maître, oui. La suite des choses. Est-ce que Blaise Compaoré sera effectivement là, il va rentrer? D'abord, il faut que je vous fasse une précision. Vous avez posé la question de savoir si c'est dans un état d'exception, on peut parler d'attentat à la sûreté de l'État. Bien sûr. Si je ne me trompe. Il faut savoir qu'il y a plusieurs types d'États. Et vous avez dit état d'exception, donc il y a état d'État. Ouais. Vous avez l'état d'exception, comme vous avez dit. Vous avez l'état de police. Vous avez l'état de droit. Vous avez l'état populaire. Donc, et tout ça, c'est des états, c'est des formes d'état différentes. Donc, dès lors qu'il y a état, il peut y avoir attentat à la sûreté de l'État. Je ne sais pas si je me suis fait comprendre. Bien sûr. Voilà, donc, maintenant, votre question, ça concernait quoi déjà? Le retour effectif de Blaise Compaoré, la participation au procès. Il faut dire que, comme je l'ai dit là, le procès est nécessaire à la réconciliation. Sans le procès, il ne peut pas avoir de réconciliation. Bon, si vous avez remarqué, par exemple, le procès, n'est-ce pas, du putsch de Diendéré. Bon, moi, ici, j'ai eu à soulever le problème. J'ai dit, mais quand il y avait le problème d'évacuation de Djibril Bassolé, le problème, c'est résidé au fait qu'il a fait appel. Donc, le dossier est toujours pendant. Et la gestion est difficile. S'il n'y avait pas eu des appels du procès du putsch de Diendéré, peut-être que le chef d'État aurait usé de son droit de grâce ou bien, je ne sais pas. Voilà. Au nom de la réconciliation, il aurait pu avoir une décision politique. Mais dans la mesure où le dossier est toujours pendant, il ne peut pas avoir de décision politique concernant ce dossier.
De la même façon, concernant le dossier Thomas Sankara, il ne peut pas avoir de décision politique tant que le dossier n'est pas jugé. Supposons que le dossier soit jugé et que Blaise Compaoré soit condamné, n'est-ce pas, à la prison à vie. Voilà. Le chef de l'État, au nom de son droit de grâce, peut le gracier du jour au lendemain. Donc, quelle que soit la condamnation. Donc, mais tant que le dossier n'est pas jugé, le droit de grâce, le droit politique ne peut pas être exercé. D'autant plus qu'il y a une séparation entre le droit, entre le politique et le judiciaire. Donc, c'est une des conditions, n'est-ce pas, de la réconciliation, de mon point de vue. D'accord. Mais les gars veulent réagir très rapidement. Oui, moi, je ne sais pas. Je suivais tout à l'heure. Il n'y a pas très longtemps, on a suivi ce qui se passait au Mali, où, en plein procès, on a décidé brutalement d'arrêter le processus, sans que. Ça fait que jusqu'au jour d'aujourd'hui. Au Mali, il y a eu une loi d'entente nationale signée par les différentes parties donc, qui autorisait à fermer le dossier, notamment celui du capitaine général Aya Sanogo. Oui, ça veut dire qu'un processus de réconciliation nationale peut éteindre toutes les actions. Mais tout dépend de l'orientation qu'on donne à ce processus. Je voudrais qu'on se comprenne sur quelque chose. L'affaire Thomas Sankara a besoin d'être vidée. On a besoin de savoir ce qui s'est passé. Comme nous avons besoin de savoir pourquoi est-ce que 11 personnes étaient passées par les armes sous le CNR pour un attentat à la structure de l'État. Ça aussi, c'est un attentat à la structure de l'État. Comment est-ce que d'autres fils de ce pays-là sont morts pratiquement dans les mêmes conditions? Oui, mais les gars, si ces dossiers ne sont pas en justice, comment on fait? Ces dossiers ne sont pas en justice. Justement. C'est le dossier Sankara qui est en justice. Mais pourquoi ces dossiers ne sont pas en justice? Pourquoi? C'est prescrit, on vous dira. Il y a la prescription pour la plupart des Thomas Sankara, c'est prescrit? Non, parce que c'était prescrit. La Chambre de contrôle n'a pas retenu ça. Et je vous dis pourquoi. Je vous dis pourquoi. Le ministre d'État, si Chérif, était plein de CNT, c'est lui qui a levé la loi d'amnistie. Ou bien, c'est suffisant? C'est suffisant pour que le juge aille dans le même sens. Ça, c'est une évidence platonienne. Ensuite, je vous dis, ces Burkinabés qui sont morts là ont besoin. Pourquoi est-ce que leurs affaires ne sont pas en justice? Pourquoi? Parce que c'est des Burkinabés qui ont jugé que pour le bien de la société, pour le bien de l'ensemble de la nation, il ne faut pas focaliser sur la mort de leur fils. Mais ces Burkinabés-là ont choisi de mettre en avant leur patriotisme par rapport à la situation. Maintenant que ces deux dossiers, des familles se braquent, et je ne dis même pas des familles, des gens instrumentalisent, parce que quand on veut discuter longuement sur cette question, on dit non, l'affaire Thomas Sankara, c'est une affaire internationale. Quand on me dit ça, j'ai envie de pleurer. Ça reste comme si le Burkina Faso était... Si on ramène les choses à la proportion judiciaire, c'est un dossier qui est en justice, qui avance selon les standards ou les règles de la justice. Qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à ça? Je crois que le débat a tenu. Il y a un aspect purement politique qui participe du grand débat autour de ce dossier. Oui, c'est vrai que Lengani a bien fait de remonter un peu l'histoire, mais je dirais, je suis d'accord avec lui, mais il n'ignore pas aussi que le droit ou la loi, c'est aussi une question de rapport de force. Oui. Et c'est en cela, moi, je dis, par exemple, l'histoire de Lumumba. Attendez, Kabila qui est revenu, c'est quoi, 50 ans après ou 60 ans, pour venir réhabiliter. Et si les choses ne sont pas faites normalement, parce que c'est ce que je dis, moi, c'est vrai, je ne dis pas qui est héros, qui est martyr. D'ailleurs, je dis que notre panthéon, c'est un peu un panthéon à la grecque, où vous avez des victimes qui sont en même temps héros, des héros qui sont victimes. Tout est mélangé dedans. Donc, il faut quand même, la vérité, c'est important, pour qu'on sache, pour pouvoir bien faire les choses. Rien ne me dit que si, par exemple, le procès actuellement se fait au détriment, je ne sais pas quoi, d'un acteur, il faut le dire, on condamne tout, on met tout sur Blaise Compaoré, personne ne peut venir dire que d'ici 50 à 80 ou 60 ans, il n'y aura pas un retour. Donc, il faut faire très attention. Oula, pour terminer sur le sujet. Oh, bon, moi, je crois que... Il y a la question de réconciliation, parce qu'il faut que le président Compaoré soit quand même là. Maintenant, il doit avoir le jugement. Oui, c'est ce que... Est-ce qu'il pourra être là? Est-ce que les conditions sont remplies?
Non, je ne sais pas de quelles conditions nous voulons pour qu'ils rentrent. Moi, je ne sais pas. Et par rapport au discours du président, que Lengani a rappelé que le président du Faso a pris l'engagement de faire revenir dans des conditions honorables. Moi, je ne sais pas en quoi, dans un état de droit, c'est dégradant ou bien c'est déshonorant de répondre devant une juridiction pour dire j'ai fait ça, j'ai pas fait ça. Mais le président du Faso n'a jamais dit que le président Compaoré, en disant qu'il faut des mesures pour sa dignité et tout, il ne passerait pas devant la justice. Non, mais le discours du président de Faso n'a jamais... Quand M. Blaise Compaoré arrive à l'aéroport, il y a un comité d'accueil avec des pancartes, est-ce qu'il faut l'injurier, il faut l'insulter, il faut le traîner ici ou là? En fait, la question, c'est vraiment là. Non, mais je crois que la lecture aussi, on doit tenir compte du contexte. Je crois qu'il y a eu un sondage, les Burkinabés sont majoritairement pour son retour. Et je ne pense pas qu'en 2021, les gens ont le temps d'aller à l'aéroport pour insulter qui que ce soit parce que c'est Blaise Compaoré qui arrive. Je crois que là-dessus, sur les débats, pourquoi c'est le dossier Sankara, pourquoi c'est... Moi, je crois qu'on est arrivé à un stade où on attend le procès. Je crois que les autres débats, c'est des débats, je ne dirais pas c'est arrière-gardiste ou c'est dépassé ou un truc comme ça, on a le droit d'épiloguer. Maintenant, sur les autres aspects, moi, je crois que c'est une étape pour pouvoir permettre aux gens d'aller à la réconciliation. Parce que de tous les cas, je crois que le discours n'a pas changé. Je crois que même au niveau du CDP, ça a évolué. Le schéma, c'est vérité, justice, réconciliation. Maintenant, je crois que le débat peut être posé, et c'est là que je suis d'accord, sur le fait, est-ce qu'on réunit les conditions pour qu'il y ait un procès juste et équitable, pour que les gens puissent faire de telle sorte que leurs droits puissent être garantis. Je crois que c'est tout l'enjeu aujourd'hui. Le reste, c'est des débats, moi je dirais que c'est vraiment dépassé. Sinon, pourquoi la famille Sankara a déposé la plainte? Pourquoi? Je crois que c'est leur droit le plus absolu. C'est leur droit le plus absolu. Si d'autres Burkinabés n'ont pas souhaité déposer, c'est leur droit le plus absolu. Et je ne pense pas le fait d'avoir déposé la plainte, ils sont moins patriotes que ceux qui ont décidé de laisser le fait que leur fils, au nom du pays. Je crois que c'est leur droit le plus absolu. Et aujourd'hui, l'enjeu, c'est de faire de telle sorte que les droits des uns et des autres soient garantis et qu'il y ait un procès juste et équitable. Et c'est de souhaiter aujourd'hui que Blaise Compaoré de Yassine Kafando puisse s'expliquer. Et je crois que, et je dis, moi je sais qu'il y a des gens qui ont hâte à ce qu'on puisse ouvrir le procès pour qu'eux aussi puissent parler, parce que pendant longtemps, ceux qui tiennent le crachoir, ce n'est pas toujours eux qui disent la vérité. Alors, je vais poser une question pour finir. Donc, c'est d'espérer que Blaise Compaoré et Yassine Kafando viennent s'expliquer. L'opinion qui est un peu, comme Lengani le disait, un peu la Vox Populi, c'est comme si on doit aller pour condamner Blaise Compaoré. Est-ce qu'il peut arriver qu'à l'issue de ce procès, M. Blaise Compaoré soit, par exemple, relaxé, acquitté, par exemple? Moi, je ne vais pas... Est-ce que c'est aussi une hypothèse qu'il faut inscrire dans la tête des gens et des autres? Un procès, forcément, il peut y avoir des acquittements, il peut y avoir des coupables, des condamnations. Et je crois que la Chambre de contrôle a déjà donné le ton. Il y a des gens qui ont bénéficié d'un non-lieu. En plus de Gabriel Tamini, je crois qu'ils sont au total 5 personnes à bénéficier d'un non-lieu. Je crois qu'aujourd'hui, le discours des avocats, en dehors de l'avocat de Djendjere qui n'était pas d'accord avec l'arrêt de la Chambre de contrôle, je crois que personne ne s'est plaint des conditions en fait, de l'instruction ou un truc comme ça. Et c'est ce que nous pouvons souhaiter, que tout le monde, on puisse réunir les conditions, que les gens puissent s'expliquer et que les droits des uns et des autres puissent être garantis. Pour une parole d'autorité, est-ce qu'il peut arriver qu'à l'issue de ce procès-là, M. Blaise Compaoré soit par exemple acquitté concernant par exemple la complicité d'assassinat qui court contre lui aujourd'hui? Est-ce qu'il peut être acquitté? Dans un procès, tout est possible, tout est ouvert. Mais on n'a pas cette impression quand on regarde les uns et les autres parler. C'est comme si, pour certains, il y va pour être condamné et puis bon... Je vous ai déjà dit plusieurs fois ici, le droit est différent de la morale, de l'opinion et du politique. Donc, mais vous-même, vous avez constaté ici qu'il y a eu des acquittements, il y a eu au niveau de la Chambre de contrôle. D'accord. Donc, tout est possible. D'accord. Un bon juge n'écoute que sa conscience et le droit. Merci, maître. On va s'arrêter. Non, mais il faut que je donne une précision quand même. Très rapidement, parce que, le temps. Non, parce que si vous avez remarqué, par exemple, des gens m'ont posé la question, mais pourquoi Jean-Baptiste Lengani et Ali Zongo, pourquoi leur dossier n'est pas en justice? Bien sûr. C'est simple. Parce qu'eux, ils n'ont pas déposé plainte. Voilà. Les familles n'ont pas déposé. Voilà. Le dossier de Thomas Sankara est là parce qu'il y a eu plainte. Maintenant, pour les autres qui sont morts, il revient maintenant à l'Assemblée nationale, si on veut réactiver ces dossiers, de voter une loi qui peut permettre de réactiver ces dossiers. Tout est possible.
D'accord. Mais sinon, tant que vous n'avez pas déposé de plainte... On est pris par le temps. Je vais donner une seconde à Lengani, une seconde à Ivaris. L'argument, par exemple, que Maître a dit, je suis d'accord. Les autres familles, Lengani ou même les Didier autres n'ont pas déposé. Mais c'est vrai que l'action publique pouvait être mise en branle par le procureur à l'époque. D'accord. Lengani, la seconde. Absolument. Bon, c'est juste pour dire que... Oui, d'accord. Je suis tout à fait d'accord avec... Maître Tambela et pour dire docteur, pour dire en fait, la justice est une affaire de rapport de force. C'est ça. Aujourd'hui, le courant sankariste est très puissant au Burkina Faso et est en train de conduire un procès. Il faut accepter ça. Est-ce que ce n'est pas la justice qui conduit le procès? Non, est-ce que c'est le courant sankariste il faut qu'on soit honnête. Quand le juge va s'installer, est-ce que quand le tribunal sera installé, il sera question de courant de X ou Y? Est-ce que ce n'est pas le tribunal qui juge? Moi, je pense qu'il ne faut pas qu'on se prenne pour plus con qu'on est. On est tous d'accord que la justice n'a fait un rapport de force. On a dit que Blaise Compaoré s'est assis dessus pendant 27 ans. Et bon, les autres sont arrivés. Au bout de show, ils ont mis ça sur leur tête. Eh bien, c'est ça. Donc, c'est ça qu'il faut voir. Maintenant, moi, je dis, par rapport à ceux qui ont porté plainte et ceux qui n'ont pas porté plainte, moi, je nie pas à ceux qui ont porté plainte le droit de le faire. Mais je magnifie ceux qui ont refusé de le faire pour avoir pensé à plus haut. Et la famille Lengani est de cette famille. Mais est-ce que tu vois aussi... Sur ces questions, on va peut-être certainement des appels entrants vont nous permettre de revenir sur le sujet, parce qu'il nous reste encore 2 autres sujets à débattre qui sont aussi importants. On va donc continuer pour parler de la vaccination anti-Covid-19. Nous en avons parlé la semaine dernière, mais là, on est de plein pied dans le processus de la vaccination qui va certainement démarrer. Le ministre de la Santé a rencontré la presse à l'occasion d'un déjeuner de presse et le ministre a dit que le Burkina Faso va recevoir le mécanisme COVAX parce que c'est une urgence économique et mondiale. Parlant justement de la question des débats autour de la question médicale, de la santé des gens et de la qualité des vaccins, il dit qu'il n'y a pas que la question médicale qui nous amène à faire la vaccination. Ce sont des questions transversales, multidimensionnelles, multisectorielles et en particulier économiques, car c'est la seule maladie qui a amené le monde et le Burkina en confinement. Alors, l'explication aujourd'hui, c'est un peu ça. Le Burkina va recevoir en tout cas une dose importante et il semble que ça va concerner 20% de la population pour commencer, essentiellement le corps médical, l'armée, les personnes à comorbidité et celles à risque qui vont donc... les premières personnes en tout cas être vaccinées. Au total, 9 millions de personnes sont prioritaires au Burkina Faso. Alors, on parle de plus en plus aussi de l'AstraZeneca qui pourtant fait beaucoup de problèmes à travers le monde. La France est dans un processus certainement de retrait, en tout cas de précaution avancée. Un peu partout dans certains pays, on rejette ce vaccin. Et il semble que c'est ce vaccin-là que le Burkina va prendre. Oulon. Non, je crois que là-dessus, je ne dirais pas qu'on a cédé aux pressions, mais il y avait des pressions. On ne peut pas nier en fait cette réalité-là, parce que pour des pays comme les nôtres, pas suffisamment forts ou bien qu'on ne défend pas suffisamment nos positions. Effectivement, si c'est l'enjeu sanitaire, je pense qu'aujourd'hui, en termes de taux de mortalité dans les hôpitaux burkinabés, le coronavirus est loin, très loin derrière. Et aujourd'hui, quand on regarde les statistiques, je pense qu'on a d'autres soucis de santé que par rapport au Covid. Et je crois que c'était essentiellement ce volet aussi qui faisait que l'État du Burkina en fait hésitait à accepter. Et du reste, on a vu toute la polémique parce qu'on disait que les Ivoiriens ont reçu pour eux, les Maliens ont reçu et le Burkina, nous, on n'est pas pressés. Et je crois que c'est au regard effectivement du contexte international parce qu'on a vu déjà, malgré le fait que le Covid n'est pas en quelque sorte un problème de santé publique en Afrique. On voit un peu les discours en Occident pour dire l'Afrique c'est le continent des pauvres, il faut les vacciner, sinon voilà, ça va entraîner des désastres. Donc il y a ce contexte-là effectivement et le risque effectivement, on ne se fait pas vacciner ou du moins le Burkina n'accepte pas les vaccins. Dans ce contexte-là, on met le Burkina sur une liste noire, ses ressortissants ne peuvent pas voyager alors que la maladie ne sévit pas comme chez eux là-bas. Je crois que c'était ça l'enjeu. Mais au-delà de ça, de ce que j'ai pu avoir comme information, c'est que
le Covid et l'octroi en fait, du vaccin, c'est dans le cadre d'une initiative de l'OMS qui a ciblé, COVAX, qui a ciblé 90 pays considérés comme les plus pauvres au monde où on doit les donner en fait, un vaccin. Mais quand vous regardez le contrat, ce n'est pas un don. Parce que quand on vous donne les 20% de doses, à peu près 1 600 000 doses de vaccins, derrière, on vous envoie en même temps une facture pro forma où vous devrez acheter en fait le reste qui fait 80%. Et ça fait, selon les informations que j'ai eues, ça fait 125 milliards ou 135 milliards que vous allez payer. Donc derrière le don se cache en quelque sorte un business. L'autre problème, je crois, c'est aussi dans les clauses, c'est-à-dire que chaque État s'engage à signer un accord pour dire s'il y a des problèmes de santé liés en fait au vaccin. Vous avez évoqué AstraZeneca, la firme pharmaceutique se désengage et c'est l'État du Burkina qui endosse les conséquences. Et je crois que les discussions coinçaient à ce niveau et du reste, comme vous l'avez dit, dans le monde, on a vu un peu toute la polémique qu'il y a autour non seulement de l'efficacité de ce vaccin, mais aussi des conséquences néfastes sur la santé de ceux qui sont vaccinés. Et je crois que dernièrement, il y a un pays carrément comme le Danemark, si je ne me trompe pas, qui a interdit totalement le vaccin. Donc il y avait ces considérations-là qui faisaient que le Burkina n'était pas pressé et estimait qu'au regard des défis que nous avons, vraiment on a d'autres soucis que le Covid et de prendre un vaccin qui va après créer des problèmes. Après, des familles vont se retourner contre l'État, il faut encore débourser de l'argent. Malheureusement, on est dans un monde où c'est le règne du plus fort. Si on refuse, peut-être qu'on ne sera pas interdit que tout le Burkina, même y compris même le président du Faso, on leur interdit de voyager, d'aller. Parce qu'on voit un peu ce qu'on fait aux Brésiliens, on cible des pays, on dit vous ne venez pas chez nous, alors que le système international est dominé par un certain nombre. Donc peut-être que c'est à contre-cœur que nous acceptons. Et on verra bien si le vaccin va trouver preneur, comme on l'a vu dans certains pays où les doses, on a dû peut-être les retourner ou envoyer à certains pays parce que les gens n'en veulent pas. Évariste Konsebo, le ministre dit, si nous devons regarder uniquement la partie maladie ou mortalité, on peut dire qu'il n'y a pas de raison d'aller vers la vaccination. Alors, mais c'est des questions économiques et tout ça. Et quand on regarde bien, le choix s'est porté sur l'initiative COVAX, donc, qui va offrir 1 500 000 doses gratuites du vaccin. Mais le Burkina disposerait donc de 9 chambres froides. Et la dite vaccination sera gratuite et volontaire, mais elle va mobiliser 50 milliards de francs CFA, soit 17 milliards financés par l'initiative COVAX et 33 milliards par l'État burkinabé et ses partenaires. Alors, la gratuité est où, finalement? Il n'y a pas de gratuité. Je ne sais pas si je dois intervenir sur la gratuité, non, bien sûr. Tant que sur vraiment le caractère un peu inquiétant de cette histoire. Les histoire. deux, bien sûr, parce que la question... D'abord, gratuité, ça n'existe pas. Il faut vraiment être, je ne sais pas, j'allais dire peut-être un idéaliste patenté pour penser que dans ce monde où tout est business, on peut y avoir place pour la gratuité. Ça n'existe pas. Quelque part, on va payer les consommables ou on va payer les transports ou un truc. Toujours est-il qu'il y a un prix à payer. Maintenant, je disais donc les inquiétudes. Moi, j'aurais voulu que les autorités sanitaires nous expliquent d'abord les éléments qui ont prévalu pour qu'ils choisissent le Vax Zenevria. AstraZeneca. Ça s'appelle Vax Zenevria aussi, c'est ça, c'est comme ça qu'on l'appelle. Ce vaccin-là, AstraZeneca, à la place donc des 5 autres, parce que vous avez donc Johnson, Pfizer, vous avez donc Pfizer, Moderna et puis il y a le vaccin chinois. Bon, maintenant c'est vrai qu'on a évoqué les cas d'effets secondaires, mais il faut dire que scientifiquement c'était prouvé, tous les 5, sauf le chinois on n'a pas les statistiques, ont développé des cas. Il y a des cas, seulement moindres, mais tous les cas, que ce soit Astra, Johnson, Pfizer, Entech, Moderna, eux tous ont développé des cas de thrombose, qu'on a dit, mais dans des proportions moindres. Maintenant, quand on regarde même, on prend les dires du directeur général de l'OMS, M. Tedros, qui dit que pour atteindre l'immunité en fait, collective, il faut au moins que 76% de la population ait reçu 2 doses. Bon, ok, c'est d'où mon inquiétude. Moi, je sais qu'à l'issue de la conférence, le ministre a laissé entendre que les doses disponibles pour le Burkina étaient de 100 000. Et bien sûr, ils ont un plan de déploiement. Moi, je crains fort, j'espère qu'il y aura une équipe de suivi pour qu'on ne développe pas des variantes africaines, je ne dirais pas burkinabé, parce que si vous n'arrivez pas à immuniser totalement votre population, ou d'abord, on n'est pas dans une situation dramatique, ça veut dire qu'il y aura une partie qui sera donc vaccinée, d'autres pas. Scientifiquement, comment on fait maintenant parce que les Brésiliens, en fait, c'est quoi? On parle des variantes souvent sévères, c'est quand on n'arrive pas à l'immunité collective, il y a d'autres conséquences scientifiques. Et j'espère que les pays africains, je ne parle pas seulement pour le Burkina, mais pour l'ensemble des pays africains,
J'espère que les pays africains qui n'ont pas le choix, bien sûr, je comprends qu'il y a des enjeux internationaux qui font qu'ils ne peuvent pas faire autrement, ils ne peuvent pas être en marge. J'espère qu'il y aura quand même un suivi pour qu'on ne développe pas des variantes africaines vraiment très sévères. Alors, plus sévères ici, par exemple, ça c'est dans le monde. Je ne dirais pas dans le monde. Il y a le variant sud-africain. Un extrait dans le monde qui dit que sur le vaccin justement d'AstraZeneca, au total, en tout cas l'agence du médicament a identifié en France 23 cas de thrombose rares et d'anomalies de la coagulation, parmi lesquels 8 morts sont à déplorer. Plus de 2,7 millions d'injections de ce vaccin ont été réalisées dans l'Hexagone. Oui, et là il faut que je dise qu'il y a des normes. Ils appellent le ratio bénéfice-risque. Et pour ces cas de thrombose-là, concernant donc les vaccins AstraZeneca, il semble que sur un cas, sur 100 000 cas, il y a peut-être un cas qui va peut-être développer. Donc, alors qu'il semble que les médicaments classiques que vous et moi nous consommons, le ratio de risque est 10 000 pour 10 000 médicaments. Il y a peut-être un cas qui va développer des conséquences. Donc, ce n'est pas tellement... Maître Kelem, Oui. est-ce que là, on est obligé de... Parce que tel que le ministre l'a dit, ce n'est pas le fait de la maladie qui nous amène vers le vaccin, mais c'est pour des considérations économiques et peut-être aussi des considérations, on allait dire, diplomatiques ou Mais là, il faut internationales. savoir si le Burkina Faso est un État souverain ou pas. Si c'est une souveraineté de façade, là, on sera nécessairement soumis au dictat des autres. Et si nous sommes réellement souverains, on adopte notre politique en fonction des intérêts de notre pays. Et moi, de mon point de vue, faire vacciner la population, c'est dangereux. Je pense qu'on a déjà essayé au Sénégal. Il y a déjà eu des morts de la part de ceux qui ont été vaccinés. Et si vous remarquez, généralement, le processus du vaccin prend beaucoup de temps. Or, ici, là, la Covid est apparue, je crois, en décembre 2019. Donc, ça fait 1 an et quelques. Le délai n'est pas suffisant pour qu'on puisse maîtriser un processus de vaccin. Parce que ce n'est pas une question seulement de moyens techniques, mais c'est aussi une question de vie et de transformation du virus. Et une question aussi d'adaptation de l'organisme humain. Donc, généralement, quand on veut trouver un vaccin, on tient compte de tous ces éléments-là. Et c'est dans le temps qu'on vérifie tous ces éléments. Quand vous voyez comme Pasteur a fait ses études, n'est-ce pas, pour trouver le vaccin contre la rage, comme Koch avait fait pour trouver le bacille de Koch. C'est tout un long processus. Donc, en 1 an, on dit qu'on a trouvé un vaccin. Moi, je suis un peu sceptique. Parce qu'on n'a pas eu le temps d'analyser tous les effets que ce vaccin peut produire dans le corps humain et même tous les effets qu'il peut avoir sur la maladie qu'on prétend combattre. Ça, c'est mon point de vue. Sans oublier que, comme j'ai eu à le dire ici, en Afrique subsaharienne, hormis les populations métissées, l'Homo sapiens sapiens africain n'a rien à craindre du Covid. Voilà. Donc le seul problème est que, comme j'ai eu à vous le dire, on estime que 10 à 20% du chercheur-cueilleur africain a émigré. Et c'est eux qui ont donné les autres populations là. L'immigration s'est passée, n'est-ce pas, à travers le Suez. Et c'est là-bas que l'Homo sapiens sapiens a rencontré l'homme du Néandertal et il y a eu des croisements. Donc tous ceux qui sont venus à partir de ce croisement sont susceptibles d'être plus sensibles à la Covid. Mais les autres le sont moins. C'est la raison pour laquelle j'ai eu à dire ici, vous voyez qu'en Afrique, il y a très peu d'effets. Hormis ceux qui ont eu des gènes, n'est-ce pas, de mélange, etc. D'accord. Donc, c'est le cas de l'Afrique du Sud, du Brésil. Mais sinon, nous-mêmes, en tant que... Le vaccin pourrait être intéressant parce qu'on ne sait pas qui, dans son ascendance, a un sang du Néandertal, a des gènes du Néandertal. On ne sait pas. Donc, maître, sinon, vraiment, c'est au pas final, nécessaire qu'est-ce qu'on pour nos dit pays. Vous avez remarqué au que final, qu'est-ce que le Burkina, l'État du Burkina devait plutôt adopter comme... Refuser le vaccin. D'accord. Refuser les vaccins. Et on va fermer le pays. Même le président du Faso pour voyager. Alors, Lengani, très rapidement. Et je pense même que l'interdiction de voyager des personnalités, ça va nous ramener à la politique de mon ami Thomas Sankara. Merci. À savoir, n'est-ce pas, rationaliser les non, compter sur nous-mêmes. à savoir, n'est-ce pas, sur l'autodéveloppement. Compter sur nous-mêmes, sur nos propres forces et construire notre société en fonction de nos propres réalités. Et c'est ainsi le top de départ. Si l'Iran actuellement fait peur, c'est parce que l'Iran a eu à subir cet effet-là sous l'ayatollah Khomeini. Donc, toutes les armes que le Shah achetait, c'était aux États-Unis. Et dès que l'ayatollah est venu au pouvoir, les États-Unis ont décrété un embargo
les Iraniens ont été obligés de produire leurs propres pièces de rechange et de fabriquer leurs propres armes, de telle sorte qu'à l'heure actuelle, ils sont dangereux. D'accord. Donc, ça nous aiderait beaucoup à nous positionner innover. sur nous-mêmes et à innover. Que là, il y aura un dossier. Alors, très rapidement, les gars, on a l'impression que quand on écoute même, on écoute hors micro, comme on dit, on écoute les professionnels de la santé, c'est un pas vers l'inconnu. Personne ne maîtrise cette situation. On est comme obligé d'aller en pâture. Est-ce que c'est ce qu'il faut croire ou il faut peut-être mieux de précautions à prendre par rapport à ce vaccin-là? Avant de répondre à votre question, je voudrais rappeler une petite expérience malheureuse de l'ami de Maître Tambela, Thomas Sankara. Il fut un moment où nous avons décidé au Burkina Faso d'interdire l'importation des fruits. En réplique, la Côte d'Ivoire a dit plus de moutons burkinabés, plus de bœufs burkinabés. Mais on a fait machine arrière, rétro-pédalage de manière incroyable. C'est pour dire qu'on n'est pas on n'est pas isolé. Des mesures que nous pouvons prendre contre les autres peuvent les prendre contre nous. Et comme on le dit, si nous refusons aujourd'hui la vaccination, mais les gens disent tout simplement on ne veut plus voir de Burkinabés dehors. C'est aussi simple que ça. Et je suis tout à fait d'accord. Moi, j'approuve le gouvernement dans cette affaire qui dit que la vaccination sera volontaire et gratuite. Mais si tu veux, mais de Tambela, si vous voulez pas être vacciné, mais n'y allez pas. Mais moi, par exemple, je ne voudrais pas si j'irais même. Par exemple, quand on regarde, le ministre a cité les catégories, on parle de l'armée, des militaires. Par contre, qui vont être les premiers à être vaccinés. Oui. Est-ce qu'il n'y a pas à avoir peur quand même que, justement, en pleine guerre contre le terrorisme, on vaccine nos soldats et puis bon, avec tout ce qu'il y a comme difficulté autour. Et le personnel de santé, justement, qui se bat pour soigner la population, c'est ce personnel-là, qui va donc être parmi ceux-là qui vont être les premiers à être. Est-ce qu'il n'y a pas vraiment tout ça? Non, je comprends un peu, pour comprendre l'armée, parce que l'armée, on sait que la Covid, on dit il faut la distanciation, etc. Or, l'armée, les gars, ils sont tout le temps ensemble. Hein. Bon, ça fait un brachage, ils sont tout le temps nombreux. Effectivement, c'est une population à risque. Bon, est-ce que pour autant il faut vacciner les gens forcément? Bon, je ne sais pas, mais en tout cas... On va continuer. Pour terminer sur le dernier sujet, très rapidement, il s'agit là d'une réaction du président de l'Assemblée à l'issue du passage du ministre de l'Énergie et des Mines Bachir Ismaël à l'Assemblée nationale. La réaction a été jugée pour certains un peu dure. Parce que le président de l'Assemblée s'est un peu offusqué du projet en 2025 d'exporter de l'électricité au Burkina, pendant qu'actuellement on n'a pas d'électricité, il y a des coupures et tout ça, donc ça paraissait un peu inadéquat comme propos. Alors, quel est votre avis sur cette ou bien est-ce que c'est vraiment dans le jeu normal de l'Assemblée, certains aussi peut-être n'ont pas compris comme ça que le Parlement contrôle l'action du gouvernement et par conséquent, il peut arriver effectivement qu'il y ait un ton assez dur de parlementaire sur l'exécutif. Est-ce que, Maître, c'est dans ce sens-là qu'on peut aussi replacer sur ça? Parfaitement. Il y en a qui ont dit que Bala Sakandé, le président de l'Assemblée nationale, était populiste, etc. Sans doute. Mais il est dans son rôle. Le rôle du Parlement, c'est d'interpeller l'exécutif. Sinon, ils n'ont pas d'autre moyen. En dehors de la motion de défiance, ils n'ont pas d'autre moyen, si ce n'est le contrôle de l'action gouvernementale par la séance de questions et réponses. Et donc, effectivement, moi, je pense que son intervention était justifiée. Parce que vous ne pouvez pas parler d'exportation d'électricité, alors qu'à Ouagadougou, ici même, il y a plein de secteurs qui n'ont pas d'électricité. Vous avez beaucoup de maisons qui ne sont pas électrifiées à Ouagadougou. Donc, sur quelle base maintenant? Voilà. Donc, effectivement, moi, j'étais content pour le recadrage du président de l'Assemblée nationale. Il faut d'abord voir la consommation nationale. Et donc, c'est là ce que je rebondis, n'est-ce pas, sur l'exemple que mon ami Lengani a donné. Quand Sankara avait décidé de l'interdiction d'importation de fruits ici, et que les autres avaient dit qu'ils ne vont plus acheter la viande burkinabé. Je pense que là, maintenant, peut-être que la révolution a mal réagi, mais il fallait saluer cette mesure et ne plus exporter du bétail pour que les gens puissent consommer sur place, avoir de la santé et mieux travailler. Mais moi, j'étais à Dori, je constatais qu'il y a beaucoup de bétail à Dori, mais la viande coûte cher à Dori. D'accord. Je ne comprends pas ce système. Il fallait consommer ce qu'on produit. Ce qu'on produit. Même si vous allez au Bénin et au Ghana, la viande coûte aussi cher qu'ici au Burkina Faso. D'accord. Alors qu'ils achètent la viande ici.
Je ne peux pas comprendre cela. Ça D'accord. veut dire qu'il y a une mauvaise politique. Il faut consommer d'abord ce qu'on produit. Merci. Que les gens mangent bien, qu'ils se portent bien, qu'ils travaillent, et ils vont transformer même ces produits-là. Et on vend, au lieu de vendre du bétail sur pied, on vendra du bétail avec la valeur ajoutée. Merci, maître. Lengani, très rapidement. mais je veux quand Non, même le non, ministre on va sur aller un très exemple. rapidement sur le propos, la réaction du président de l'Assemblée par rapport au ministre. Parce qu'on est vraiment pris par le temps et Ok, on bon. doit recevoir nos appels. Ouais. Bon, là, je trouve que bon, chacun dans son rôle, comme dit Maître Tambela, chacun dans son rôle. Bon, effectivement, c'est quand même grossier quoi, de la part du gouvernement, parce que moi, je vois le gouvernement, d'introduire un tel dossier à l'Assemblée. Parce que là, quand on dit que c'est le ministre, bon, c'est vrai que c'est le ministre qui est venu, mais c'est le gouvernement, c'est le pouvoir en réalité, qui se permet de faire, je ne sais pas moi, c'est tellement irréaliste, irréalisable, qu'on se dit que... Mais en même temps, Lengani, c'est un programme, ça fait partie, c'est un point du programme du président du Faso. Est-ce que ça veut dire que déjà... D'exporter l'électricité? Oui, à l'orée 2025. Ah, moi, j'ai pas lu ça. Ça fait partie d'exporter l'électricité au Burkina? De dégager les excédents et de l'exporter. Ah, alors là, vraiment, là, il faut dire que M. Locma Christian Kaboré est très fort. À moins qu'il, peut-être, si les meetings se font dans des endroits bien donnés, mais quand même, je me dis qu'il connaît quand même le Burkina Faso, la réalité de ce pays-là, il faut savoir que, même à Ouagadougou ici, Karpala, est-ce que Karpala est électrifié? Ce n'est pas le cas. D'accord. Merci. N'en parlons pas de Falaguntu. Bon, chez moi, Garango, c'est une partie seulement. D'accord, merci. Et on veut exporter. Non, je trouve que quand même c'est irréaliste. Non, je crois qu'il y a la forme. Je crois que le président de l'Assemblée, dans son rôle, effectivement, il fait son travail de contrôle de l'action gouvernementale. Maintenant, on peut apprécier voilà, les mots voilà, par rapport à... Il n'a pas fait du politiquement correct. Voilà, peut-être ce sont ces éléments. Mais je crois que ça fait partie maintenant du personnage. Je crois qu'on l'a dit, parfois, on estime qu'il fait du populisme, des coups d'éclat, voilà, de la communication. Parce que vous vous rappelez qu'en 2018, il a ouvert le feu comme cela sur les Simon Compaoré à Manga à propos de la foire du 11 décembre, où il a évoqué le fait que c'était un boycott. Les ministres Simon Compaoré, les Siméon et Jean-Claude Boudin ont préféré aller assister à l'inauguration d'un hôtel à Manga, au lieu d'assister en fait à une activité officielle voilà, dans le programme du 11 décembre par rapport à la foire du 11 décembre. Donc ce sont des éléments comme ça. Je pense que ça fait partie de plus en plus du personnage et on dénonce un peu l'attitude populiste ou par au moins les coups d'éclat de ce genre. Sinon, sur la forme, sur le fond plutôt, moi, je crois que si il estime que le projet n'est pas truc, il ne faut pas le voter. Moi, je pense qu'il ne faut pas aussi parler pour parler. Voilà, c'est là aussi. On a soumis ça au vote des députés. Je crois que c'est passé haut les mains. Si il ouvre le feu comme cela et que finalement ça passe, on se demande finalement ce qu'on veut. Maintenant, sur le fond, moi je crois que ce n'est pas parce qu'on a des délestages forcément qu'on ne peut pas exporter en 2025. Les pays qui nous vendent l'électricité, la Côte d'Ivoire, le Ghana, vivent en fait des délestages. Il y a des zones de ces pays-là qui ne sont pas électrifiées. Je pense qu'il faut aussi être ambitieux. Même les pays qui nous donnent de l'argent, les Chinois, les Américains, les Français, ils n'ont pas résolu. Il y a des pauvres là-bas, il y a des centres de domicile fixe. Voilà, ce n'est pas parce qu'ils ont fini de régler en fait des problèmes dans leur pays que forcément ces pays-là nous donnent de l'argent. Ça répond à des objectifs bien précis, diplomatiques, géopolitiques, géostratégiques. Sinon aussi, ça fait une source d'entrée aussi d'argent. Si le Burkina estime qu'en 2025, on a suffisamment de soleil, comme le ministre Béchi l'a dit, et qu'on a le soleil le plus ardent du Sahel, mais si on peut l'exporter, ça fait des devises supplémentaires pour le pays. D'accord. Ça ne veut pas dire qu'on résout... C'est le programme qui le dit, c'est le programme du président qui le voilà, dit, où il est dit que la construction de nouvelles centrales solaires dans le cadre du marché régional de 300 MW pour permettre au Burkina Faso d'être aussi exportateur d'énergie solaire. Non, donc c'est pour cela que je dis, moi, c'est sur le principe, on ne peut pas dire que ce n'est pas parce qu'on a des délestages, ce n'est pas parce qu'on a des zones non électrifiées qu'on ne peut pas exporter. Et c'est pour cela que je dis, les pays même qui nous vendent l'électricité n'ont pas fini de régler les problèmes, mais ils nous vendent de l'électricité. Est-ce que ça ne paraît pas un peu irréaliste quand on dit non, c'est pas de l'irréalisme, c'est une réalité. D'accord, moi, je crois que les gens vendent, ça fait des devises étrangères, ça permet de faire d'autres investissements aussi. Évariste va terminer sur cette question. Moi, ce que je déplore souvent, parce que je déplore parce que vous avez certaines hiérarchies là, qui prennent les Burkinabés pour des idiots, excusez-moi le terme,
Quand on construit des centrales solaires, vous savez, le financement, c'est l'Union européenne. Les fameuses centrales solaires, c'est pas des fonds burkinabés. Hein. Alors, prendre des subventions pour produire de l'énergie pour les Burkinabés qu'on prend pour exporter, moi, je trouve ça vraiment indécent. Et bien sûr, moi, j'appelle ça des slogans. Quand on dit que d'ici 2025, c'est dans combien d'années, on va exporter un surplus, je trouve que c'est un slogan. Et par ailleurs, et je trouve que le président de l'Assemblée, d'ailleurs, a bien fait de ramener à la réalité. Il n'a fait que ramener le ministre à la réalité. Parce que vous n'imaginez pas ce que les Burkinabés souffrent. Hein. Quand, surtout en ces périodes de canicule, vous n'avez même pas l'électricité. Parfois, vous passez des heures et des heures et qu'on vienne vous raconter que d'ici quelques années, on va tellement en avoir que... Attendez, écoutez. Et le même ministre, d'ailleurs, je le prends, sur une sortie par rapport aux mines, il a regretté que la fin du CNR, qui a peut-être créé des problèmes dans l'exploitation minière au Burkina. Et de telle sorte, il cite même l'exemple qu'aucune mine n'est nationale. Mais lui, il est ministre des Mines. Qu'est-ce qui l'empêche de prendre une décision pour nationaliser les mines, si c'est aussi simple que ça? Merci. Voilà. Merci. On va prendre notre premier téléspectateur, M. Omar Touré, qui appelle de Bobo, sur la mise en accusation de M. Blaise Compaoré. Alors, M. Touré, on vous écoute. Vous allez aller très rapidement et droit au but. Allez-y. Avant de passer à mise en accusation pour donner mon avis, je voudrais réagir un peu, faire un espace par rapport à la notion du acte de devoir. On aurait pu faire une application sur le monde de Cameroun. Mais je peux t'appuyer que l'État issu de l'avènement du CNR est bien le fait d'État. C'est-à-dire le bien d'État avec politique qui était appliquée. Il faut vous éloigner. Monsieur Touré, il faut vous éloigner de votre poste là. Vous devez avoir un poste à côté. Oui. Voilà. Et donc, je disais que c'est un ensemble de systèmes juridiques qui accompagnaient une activité politique pour justement gérer les questions électorales du gouvernement. Le monde entier le considère. Tout comme le Front populaire a massacré devant les dirigeants populaires. Donc, le CNS a appliqué le Front populaire. Maintenant, pour ce qui concerne la morale, il n'est pas qu'une phrase qui permet de monter parce que mentir est immoral. C'est une erreur conduite de mauvais pas. Contrairement à l'erreur bien conduite de bonne pas. Donc, sans avoir l'état de confiance et dans le non-vote, il fallait la vérité ou le contraire. Là, c'est un débat avec un. Maintenant, pour venir justement à la mise en accusation, la dernière fois quand j'ai intervenu sur votre plateau, je voyais qu'à un moment que le fait que une question politique est un peu militarisée entre le militaire. C'est la réqualification de conflits d'assassinat. Ça me donne raison parce que je ne sais pas entre un commanditaire et l'exécutif qui est responsable, entre une responsabilité qui manque. Le dernier responsable que le privé de l'espace de zone de c'est lui en réalité qui est là. Quand vous avez commencé des questions, vous devez analyser la responsabilité. Et donc, sur ce fait-là, moi, je pense que les gens sont vraiment dénominés, il y a tout le débat de Thomas Sankara, qui s'assoit dans le gouvernement et qui amène cela, bon, on a du mal à vous saisir parce que la qualité n'est pas du tout bonne. Vraiment, Monsieur Touré, on est désolé. Je pense que pour le début de l'intervention, on a quand même pu cerner quelque chose, mais pour la suite... Je n'ai pas compris l'allusion qui faisait à ma personne. Je n'ai pas compris du tout. Voilà, donc je crois que c'était continue. par rapport à l'état d'exception. Voilà, la question de l'état d'exception. Le fait que, comme le CNR, c'était un régime d'exception et que c'est la même chose pour le Front populaire aussi qui était... Mais ça ne concerne pas. En fait, en fait, c'est ça, je dis, il ne faut pas prendre les autres pour des idiots. C'est vrai que la loi, c'est bien sûr, on connaît les processus d'élaboration de la loi, mais c'est parce que c'est des lois qu'on ne peut pas critiquer et que c'est peut-être les gens qui ont leur opinion. Mais si c'est la loi, on respecte la loi. Mais on a aussi notre opinion. Parce que moi, par exemple, j'ai un problème sur le plan juridique que le qualificatif de crime d'attentat à la sûreté de l'État dans un état d'exception, ça on peut débattre même pendant c'est des débats comme le sexe des gens. Moi, autant je respecte l'opinion des autres, autant aussi je veux qu'on respecte mon opinion. Parce que ce n'est pas un débat tranché. C'est toujours bon, comme la loi a réglé la question.
qu'il y a attentat à la Ouais, sécurité. mais la loi, c'est les hommes qui la font. Et dans des Mais circonstances. ce n'est pas né sous Roch-Marc Christian Caboret. Ça existe dans le code pénal depuis. Donc, Alors, mais la question, c'est pas une fabrication, c'est pas une fabrication du pouvoir Caboret. Ok, d'accord. Le deuxième téléspectateur. C'est tout comme chose, hein, l'insurrection, ce que vous appelez insurrection. Merci, dans le code Lengani. pénal, là, c'est puni par la loi. Merci Lengani. Le deuxième téléspectateur, M. Sawadogo, appelle de Yako. Lui, il revient sur la réaction de M. Bala Sakandé face au ministre Bachir Ismaël. Allez-y, M. Sawadogo. Oui, bonjour, comment allez-vous? Bien. Ok, bon, moi je ne suis pas trop d'accord avec l'intervention de Oulon. Quand il dit qu'il faut quitter notre parti à l'État pour ne pas dépendre de l'électricité, il nous prend l'exemple des pays qui exportent. D'ailleurs, parce que moi j'ai fait la Côte d'Ivoire, j'ai resté la part de l'État, mais la Côte d'Ivoire est couverte à l'électricité dans sa grande partie. Maintenant, pour revenir au niveau de l'intervention de la Bala Sakandé, je ne suis pas d'accord avec lui. Parce que je me demande si ce sont les rayons des centrales solaires qu'on envoie dans les pays qui nous fait exploiter l'électricité, ou bien c'est sur quoi le municipal. Si on parle de méga projets, comme les barrages de la Renaissance en Éthiopie, qui produira 10 450 MW en 2022, là on dirait d'accord des méga projets de centrales solaires. Là on dirait d'accord avec le ministère. Mais quand on peut nous dire qu'il y aura une exploitation de l'électricité en 2025, alors que dans la ville d'Iakou, il y a une émission de l'électricité. Je ne sais pas sur quel point il va sur quelle circonstance. Maintenant, c'est que je peux conclure seulement. Je dirais seulement aux autorités de quand même prendre la pression du bas, les autres. Au sérieux, on ne peut pas filmer ces caméras et puis on nous parle. Monsieur Sawadogo, Monsieur Sawadogo, il s'est basé sur le projet, un point du programme du président du Faso qui dit qu'il y aura la construction de nouvelles centrales solaires, voilà, qui vont produire un excédent. C'est ce qui permettra donc au Burkina d'être aussi exportateur d'énergie solaire. Ce programme qui parle de 300 MW, est-ce que les 300 MW arrivent même à couvrir le Burkina Faso? Il faut qu'on dise la vérité. Il faut qu'on dise quand même cela pour vivre la solution. Il faut qu'on dise la vérité. D'accord. Merci pour votre intervention. Je voudrais ajouter que Oui, ceux qui sont dans la production, ceux qui sont dans les industries, savent par exemple que le coût de l'électricité au Burkina Faso est le plus cher au monde et un des facteurs les plus aggravants de la compétitivité de nos produits. Et si dans cette situation, au lieu de baisser le prix, vous exploitez, vous exportez, c'est anti-économique. Est-ce que techniquement, il n'y a pas un problème aussi entre on va dire, le stock d'électricité qu'on a et le problème de distribution? Il semble que ici, ce qu'on a le plus souvent qui provoque les délestages et tout, ce n'est pas l'absence d'électricité, mais c'est la capacité à distribuer qui n'est pas bonne. On a un appareillage qui n'est pas bon, on a la technologie qui n'est pas bonne. Bon, ça peut être lié à la distribution, mais je crois que là-dessus, il y a eu tellement d'investissements. Je me rappelle, je ne sais pas, ça doit être sous Blaise Compaoré. Il y a eu une machine qu'on allait ramener de l'Allemagne ou c'est quoi là? Une grosse machine. Voilà, je ne sais pas, on s'est demandé si on allait pouvoir... Moi, je crois qu'aujourd'hui, la question, c'est de dire, moi, ma position, c'est de dire, oui, c'est vrai qu'on a des problèmes de délestage, mais je dis, ça n'empêche pas de nourrir des ambitions de pouvoir exporter. Maintenant, les conditions, on peut discuter sur l'échéance de 2025 parce que c'est après-demain. On peut discuter sur, je ne sais pas, le projet en tant que tel alors que nous n'avons pas résolu les problèmes à l'interne. Mais ce que je veux faire comprendre, c'est que quand nous recevons, d'ailleurs, ça ne veut pas dire que les gens ont fini de régler leurs problèmes également, quoi. Donc, ça n'empêche pas d'être ambitieux. On peut discuter de l'échéance, on peut discuter du fait que qu'est-ce qu'on fait en attendant pour résoudre les questions de délestage ou de coupure. Et est-ce que c'est cohérent et réaliste de dire 2025 on prend notre dernier téléspectateur de justesse, Ilboudo Anselme, qui appelle de Nouna sur la mise en accusation de Blaise Compaoré. Allez-y, monsieur Ilboudo, allez-y. De façon précise et rapide parce qu'on est au thème de l'émission. Bonjour. Voilà. Moi, je voulais vraiment inviter les citoyens burkinabés. C'est vrai, justice pour tout Massacre, c'est vrai. Mais quelle justice pour tout Massacre? Moi, je pense que la vraie justice pour tout Massacre, c'est lorsqu'on va retrouver les règles de tout Massacre et illuminer ces derrière de là. Actuellement, on se trouve les règles de tout Massacre. Est-ce que ça c'est une justice pour tout Massacre? Moi, je veux qu'on essaie de valoriser tout Massacre. On essaie d'avoir un programme de système d'enseignement.
d'éduquer nos enfants pour qu'ils comprennent Thomas Sankara, les idéologies. Et c'est là qu'on va faire une préjudice. Sinon, on pense que dès qu'on il est déjà fini, il nous vaut, moi je pense que ça tient plus encore. Voilà, ça fait une justice. Voilà, c'est un justice classique à la limite. On a vu le cas, nous l'avons en Côte d'Ivoire. À la fin, qu'est-ce qu'on a retenu? Pratiquement rien. Donc, moi, je dis qu'on essaie de balayer tout à Sakara. À travers une justice vraiment, qui va rendre nos justice à tout à Sakara. Voilà, ça c'est mieux. Merci. Merci, Monsieur Ilboudo Anselme. On est au thème de cette émission. Il parle lui plutôt de réhabilitation, une justice qui réhabilite plutôt qu'une justice dans le sens de la justice punitive, comme on dit. En tout cas, on est au thème de cette émission. Merci d'avoir participé. Merci à ceux qui ont bien voulu participer à cette émission pour donner des avis et faire des commentaires. On était donc autour de ce plateau avec Maître Kielem Apollinaire de Tambela. Il est avocat inscrit au barreau. Il est également président du CRI, qui est le Centre de recherche internationale et de stratégie. Merci, Maître, d'être passé. Évariste Faustin Concebo, il est chroniqueur média, président du SEC d'éveil, qui est une association de défense des droits de l'homme, premier porte-parole de FORAC. Merci d'être passé sur ce plateau. Et Oulon Atiana Serge, il est écrivain et journaliste, directeur de publication de l'événement, un bimensuel d'investigation. Merci d'être passé. Et puis enfin, Lengani Isaka, journaliste, directeur de publication de l'Opinion. Merci à tous d'avoir participé à cette émission. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre numéro de Presse Éco Studio.